saluer tout le monde qui a écouté l'émission, qui a regardé l'émission sur chaîne YouTube. Nous allons recevoir deux invités qui sont d'abord James Pierre et Sonny Lowell. Avec eux, nous allons garder le thème la Caraïbe en jeu de puissance et ou de domination. Nous avons demandé deux professeurs. D'abord, professeur James, pour présenter et dire qui est-ce. Bonsoir et bonjour, bonsoir à toute équipe interrogation. Moi, félicite nous d'abord pour non-émission. Ça montre souci, nous gagnons, pas pour nous gagner des réponses, mais pour nous interroger. Et depuis qu'on commence à interroger, nous avons un processus de réponse. Pas forcément des réponses définitives et complètes, mais au moins pour nous capables de gagner des explications, des compréhensions sur des enjeux qui intéressent, que ce soit le monde là et le pays nous en particulier. Moi, salue camarade, alors non pas moi, c'est Pierre James. Moi, c'est normalien supérieur. Moi, j'ai fait une scolarité en sociologie à la faculté des sciences humaines. Moi, j'ai une spécialisation en pédagogie active. Et puis, moi, j'ai un master 2 en géographie de la perception. Et présentement, je fais un doctorat à l'Université Paris 8 en aménagement du territoire, plus précisément en aménagement urbain. Ok, d'abord, merci, professeur James. Donc, professeur Sonny, qui est souillé, est-ce qu'on peut la discuter? Bon, bien, bonsoir, et c'est professeur Sonny Lowell. Et comme professeur James m'a félicité l'initiative là pour nous questionner, organiser, réflexionner autour de un ensemble de thématiques. Je pense que c'est dans ce sens que nous sommes capables de contribuer nous-mêmes. Moi-même, c'est en fait professeur à l'Université d'État d'Haïti. C'est un doctorant qui a préparé une thèse en géopolitique, notamment géopolitique locale. Bon, c'est vraiment un plaisir pour avec nous là et organiser réflexion autour de questions que nous avons gagnées pour nous poser autour de certainement de la question des enjeux au niveau de la Caraïbe. Ok, pour nous traiter thème aujourd'hui là, nous allons commencer d'abord par une question. Qu'est-ce qu'on entend par la Caraïbe? C'est quoi la Caraïbe? Donc là, commencer d'abord avec le professeur. Bon, en fait, il y a deux expressions qui sont généralement utilisées, c'est la Caraïbe et les Caraïbes, bien que ces deux expressions dégagent certaines spécificités pour le géographe notamment. Quand il dit la Caraïbe, il insiste sur en fait le caractère unique de cet espace géographique. Quand on dit les Caraïbes, on met notamment accent sur la diversité. Quand on dit la Caraïbe ou les Caraïbes, mais l'espace caribéen tout court, cela renvoie à trois entités fondamentalement. Il faut voir l'espace caribéen, c'est la mer des Caraïbes. C'est la mer des Caraïbes, c'est aussi les îles. Et le troisième élément qu'il faut voir dans cette définition, c'est les côtes avoisinantes. Pour dire que, généralement, on présente deux approches de définition de la Caraïbe. Il y a une approche qu'on appelle couramment une approche insulaire qui insiste sur les îles. Et il y a justement une autre approche qui ajoute aux îles des États continentaux de l'Amérique du Sud, au nord de l'Amérique du Sud, des États au sud de l'Amérique du Nord et les États de l'Amérique centrale. Donc c'est en général cette façon de représenter l'espace caribéen. Donc je ne voudrais pas fermer la définition de la Caraïbe dans une phrase. Et je préfère justement présenter la Caraïbe comme suit. C'est la mer des Caraïbes, ce sont les îles, grandes et petites Antilles, et les côtes avoisinantes. Je voudrais parler des États du nord, de l'Amérique du Sud, Mexique, le sud des États-Unis, la Floride. C'est justement cet ensemble-là qu'il convient d'appeler l'espace caribéen, la Caraïbe ou les Caraïbes si vous voulez. Donc, il y a une différence entre les Caraïbes et la Caraïbe. Justement, nous avons établi cette différence. Je dis que quand on dit la Caraïbe, on insiste sur l'unicité qui caractérise. Puisque, comme celui qui a écrit le texte Caraïbe est une et divisible, il dit que la Caraïbe, c'est un espace qui est marqué par une unicité. C'est-à-dire, il y a des éléments communs entre les États de la Caraïbe.
Par exemple, on peut considérer l'ensemble des pays de la Caraïbe, ce sont des pays qui ont une même histoire de colonisation et d'esclavage. Je ne vais pas dire même histoire de colonisation et d'esclavage. Et ce sont des pays qui sont exposés aux phénomènes, aux aléas de la nature, pour dire ainsi, et aussi ce sont des pays du tiers-monde. Mais en même temps, si tous les pays de la Caraïbe sont exposés aux aléas naturels, il faut croire que tous les pays n'ont pas la même capacité de répondre aux phénomènes. Donc tous les pays, c'est vrai, ce sont des pays du tiers-monde, mais ils ne sont pas forcément au même niveau de développement. On peut prendre l'exemple actuellement, Cuba est en train de préparer son vaccin par rapport justement à la COVID-19, alors qu'en Haïti, on attend bien sûr que l'on nous envoie des vaccins. Donc pour dire que la Caraïbe, c'est un espace à la fois uni, en termes de communauté, de points communs, d'analogie, mais c'est aussi un espace divers. Donc quand on dit la Caraïbe, on insiste sur le caractère unique, vous voyez bien, l'analogie, mais quand on dit la Caraïbe, on insiste sur la diversité qui caractérise ce monde. Oui, en fait, je pense que M. Lowell était assez précis dans en fait, les tentatives de définition de la Caraïbe, parce que d'abord, il faut saisir la Caraïbe comme étant une entité assez complexe. À côté de ces deux premières définitions classiques de la Caraïbe, il y a un troisième courant que certains géographes contemporains, comme Jean Casimir, comme Anselme Rémy, par exemple, géographe comme, alors il n'est pas géographe, mais Watson Denis, en fait, qui essaie de dégager une troisième vision vis-à-vis des deux premières visions fondamentales de la Caraïbe. C'est ce qu'il appelle, en fait, des ingrédients ethno-raciaux de la Caraïbe. C'est-à-dire, si on prend la première vision insistant sur l'aspect archipélagique de la Caraïbe, la deuxième approche qui met l'accent sur l'approche continentale, mais en fait, considérant la trajectoire difficile de la Caraïbe, il essaie d'insister sur une approche ethno-raciale. Et je pense que cette définition est en fait un petit peu légitime, parce qu'elle nous permet justement de saisir la Caraïbe dans sa complexité, parce que cette approche met l'accent sur, comment dire, la colonisation, toute l'histoire de la colonisation de cet espace, parce que la Caraïbe est marquée par ces empreintes coloniales qu'on peut observer partout dans sa réalité contemporaine. Et l'approche ethno-raciale nous permet également de saisir la Caraïbe dans ces différentes formes de domination, parce qu'on ne peut pas saisir la trame caribéenne sans tenir compte de ce passé assez sombre que un spécialiste comme Jean Casimir appelle une sorte de GN pour parler de l'histoire du passé de la Caraïbe. Donc, du coup, comprendre la réalité contemporaine de la Caraïbe, c'est interroger toute l'histoire de la Caraïbe, ce melting pot, comme on l'appelle, qui va prendre en compte que soit la servitude qui a marqué cet espace, ensuite le multilinguisme qui marque cet espace, parce que parler de ces Caraïbes que pour Lowell l'avait mentionné tout à l'heure, c'est interroger les différentes interventions européennes, les différents pays qui ont colonisé cet espace. Donc, pourquoi on parle toutes ces langues dans la Caraïbe, au point que certains parlent même de Tour de Babel, pour parler de la Caraïbe, c'est interroger ce long passé sombre, triste, qui a marqué tout cet espace. Donc je crois que, pour résumer, à côté des deux premières approches que M. Lowell avait mentionnées, alors il faut laisser un petit endroit assez considérable pour cette troisième vision beaucoup plus contemporaine que ces intellectuels, ces penseurs haïtiens contemporains appellent une vision ethno-raciale de la Caraïbe. Dans ce cas, est-ce qu'on peut parler d'une Caraïbe homogène?
Donc, une Caraïbe homogène, c'est presque pas possible dans la mesure où, au départ, nous avions précisé que la Caraïbe, c'est un espace à la fois homogène et hétérogène. Donc, si l'on veut parler d'homogénéité, donc c'est possible dans la mesure où on va considérer certains aspects. Dans des aspects, la Caraïbe présente une certaine homogénéité. Mais dire que la Caraïbe, c'est un espace homogène, non. Donc, on peut montrer on peut dégager une certaine homogénéité au niveau de la Caraïbe. Mais quel aspect on peut considérer plusieurs aspects. Par exemple, sur le plan historique, d'abord, la Caraïbe, c'est l'histoire de la colonisation, de l'esclavage. L'histoire de la colonisation. Donc, il n'y a pas un pays au niveau de la Caraïbe qui n'a pas été concerné par la colonisation. La Caraïbe, c'est aussi un espace de développement économique, un espace dominé, un espace de dépendance. Donc, ce sont des pays qui dépendent justement, pour la plupart, ce sont des pays satellites. Donc, sur le plan environnemental, c'est la même chose. Sur le plan géographique, question climat, donc ça dégage une certaine homogénéité. Maintenant, si l'on veut dégager une certaine hétérogénéité, on peut considérer les mêmes aspects, par exemple sur le plan historique. Et si tous les pays ont été des pays colonisés, mais ils n'ont pas été sur la même colonisation encore, ils n'avaient pas les mêmes métropoles. Et puis, c'est aussi à montrer la question du niveau de développement, différence par rapport aux réponses, par exemple, je dirais, en termes de résilience, en termes de capacité de faire face aux problèmes d'ordre environnemental. Donc, ce n'est pas homogénéité. Donc là, il y a une certaine différence. Aussi, je voudrais insister, tout à l'heure, vous ça parlait de l'histoire de la Caraïbe, qui est l'histoire de colonisation, mais aussi l'histoire de la Caraïbe, c'est l'histoire de colonisation, mais c'est aussi l'histoire de la lutte contre la colonisation de la Caraïbe. C'est l'histoire de la lutte contre l'esclavage. Donc, je ne voudrais pas que l'on fasse une approche trop sombre de l'histoire de la Caraïbe pour voir seulement la colonisation comme étant la réalité, la matière de cette histoire. Mais il faut voir aussi dans la Caraïbe un espace de lutte, de combat pour l'émancipation des peuples et ce qui a fait école. Oui, au fait, parler de l'homogénéité de la Caraïbe, c'est légitime. Mais, au fait, considérer la Caraïbe comme étant un espace complètement ou totalement homogène, c'est ignorer en même temps l'ensemble de la complexité, l'ensemble des éléments de disparité existants au sein de cet espace assez complexe. Bon, oui, en termes d'homogénéité, justement, pour ce Leroy l'a rebondi parfaitement bien pour montrer comment, dans sa trajectoire coloniale, il y a justement, c'est un espace qui était marqué par la colonisation, l'esclavage, la servitude. C'était même une sorte d'enfer colonial. Et en même temps, jusqu'à présent, il y a encore certains éléments qui restent en termes de spécificité pour la Caraïbe. C'est ce qu'on appelle encore homogénéité. Mais si on va dans les détails, on va voir qu'il y a une forte hétérogénéité qui manque la Caraïbe sur le plan économique, sur le plan culturel et même sur le plan politique également, parce qu'il y a des États à statut politique assez divergents qui manquent la Caraïbe, parce que jusqu'à maintenant, s'il existe des États indépendants au sein de la Caraïbe, il y a encore des États à souveraineté partagée. C'est le cas, par exemple, du Porto Rico. Il y a encore des dépendances britanniques au sein de la Caraïbe. Il existe au sein de la Caraïbe des départements d'outre-mer français. C'est le cas de la Martinique, de la Guadeloupe. Donc, du coup, il faut voir la Caraïbe comme un espace à la fois homogène, mais et surtout très hétérogène. La façon de gérer les risques climatiques, la façon en termes d'accès à la santé, par exemple, si on prend un pays comme Cuba qui rivalise beaucoup de pays qu'on appelle entre guillemets les pays du Nord, mais à côté de la Caraïbe,
tout proche de la Caraïbe, à savoir notre cher Haïti, il y a encore, nous avons des défauts d'accès, de disponibilité à la santé, c'est juste pour dire en termes d'accès à l'éducation et autres. Donc il y a beaucoup d'éléments qui marquent cette hétérogénéité, même s'il reste encore des éléments assez spécifiques à l'ensemble du continent. Par exemple, c'est le cas par exemple, du 1er novembre du 1er juin au 30 novembre, toute la Caraïbe est marquée par en fait, une période cyclonique. On attend gentiment l'arrivée des cyclones au cours de cette période. Est-ce qu'à l'intérieur de cette homogénéité, il n'y a pas une certaine hétérogénéité, à la mesure où l'histoire de l'esclavage, tous les pays de la Caraïbe n'ont pas connu le même type d'esclavage, mais le même type de colonisation. Donc, si on peut prendre l'exemple de la République dominicaine. Alors, je ne voudrais pas dire que les pays de la Caraïbe n'ont pas eu le même type de colonisation. Je pense que c'était le même type de colonisation, mais ils n'avaient pas les mêmes métropoles. Vous voyez bien? Donc, le type de colonisation, une sorte de colonisation de plantation, d'exploitation à outrance. Vous voyez bien, donc ce n'est pas colonisation de peuplement comme c'était le cas en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Donc, la différenciation, ce n'est pas par rapport à la typologie de colonisation, c'est plutôt par rapport aux métropoles. Donc, chaque métropole avait justement, de la même colonisation, une approche de la colonisation. Et c'est justement pourquoi, même dans la lutte pour l'émancipation, l'ensemble des pays de la Caraïbe n'avaient pas la même approche de la lutte pour l'émancipation. C'est justement pourquoi, vous voyez, encore aujourd'hui, on a des territoires qui restent des territoires dépendants, qui sont encore des colonies sans le nom. Alors que on sait quelle a été l'approche haïtienne de la lutte pour l'émancipation. C'était une approche basée sur le radicalisme jusqu'au boutisme, donc qui fait qu'aujourd'hui, peut-être on n'est pas le même pays, donc s'il faut remonter aux origines de cette différenciation, tant sur le plan économique ou bien sur le plan du regard de l'impérialisme par rapport à l'ensemble des pays de la Caraïbe. Donc ça aussi, c'est une hétérogénéité. Donc l'impérialisme, vous voyez bien, les puissances impérialistes ne regardent pas les pays de la même manière. Donc quand vous analysez les regards des puissances impérialistes par rapport à Haïti, c'est un autre regard. Sinon, on doit justement se référer à la déclaration de Roosevelt, Delano, ancien président des États-Unis, qui a montré justement en Haïti pour une politique de division, politique de discorde. Donc, il y a beaucoup je dirais, beaucoup de différences, beaucoup de disparités. Et c'est ça le titre combien illustrant du texte de Jean Casimir. La Caraïbe est une et divisible. Donc, c'est un espace avec des analogies importantes, mais c'est aussi un espace pluriel. Bon, au fait, l'homogénéité de la Caraïbe, si on revient sur cet aspect, surtout en parlant des types de colonisation, il n'y a pas, en fait, à ma connaissance, sauf les théoriciens des occidentaux, par exemple, qui s'efforcent de montrer, comment dire, l'importance de la colonisation, je ne sais pas, en fait. Mais en termes de type de colonisation, la Caraïbe en soi, c'était surtout un lieu d'expérimentation de la cruauté en fait, européenne, quoi, issue des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes religieux de la période médiévale. En arrivant dans la Caraïbe, en fait, les Européens allaient, comment dire, pratiquer une sorte de colonisation sauvage, non seulement en quête d'or, en quête de ressources naturelles, mais on a l'impression qu'ils étaient en train de réexpérimenter ce qu'ils ont vécu avec en fait, si vous me permettez l'expression, avec les barbares issus de l'Europe du Nord qui ont envahi l'Europe occidentale. Mais en arrivant chez nous, ils vont nous considérer comme des barbares et ça va légitimer une cruauté, un cynisme
en fait, spectaculaires dans la pratique de leur colonisation en fait, de cet espace qu'on appelle la Caraïbe. Donc, si on parle de type de colonisation, en fait, principalement, la Caraïbe avait connu pratiquement une colonisation de plantation, en fait, d'exploitation avec un système de plantation, mais avec des petites nuances, comme vous l'avez dit, par rapport aux métropoles, par exemple, la couronne britannique qui se montrait plus ou moins souple vis-à-vis de son exploitation. Mais bref, c'était l'exploitation, quoi. Comment la domination extérieure est représentée dans la Caraïbe, professeur James? Bon, en fait, c'est très cher pour les géographes la question spatiale. Mais en même temps, il faut, d'entre Dieu, dire qu'il n'y a pas d'entité spatiale autonome. C'est-à-dire, quand on parle de la Caraïbe, il faut éviter de croire que c'est un espace qui fonctionne en vase clos avec les différents États de la Caraïbe. Justement, parce que le passé de cet espace lui met en contact en permanence avec l'extérieur. Maintenant, si pendant la période coloniale, en fait classique, il faut dire, moderne, il y avait une sorte de légitimité des grandes puissances européennes pour intervenir de façon délibérée pour piller effrontément les ressources naturelles de ces territoires, mais dans l'approche, comment dire, post-moderne, entre guillemets, les puissances européennes, ou si vous voulez, les anciennes métropoles et les autres puissances, parce qu'il va y avoir l'émergence des États-Unis, peut-être qu'on va intervenir tout à l'heure là-dessus. En fait, ces puissances vont déployer au sein de la Caraïbe une nouvelle forme de domination. Donc le rapport de la Caraïbe avec l'extérieur, c'est un rapport assez mitigé, marqué par la domination, encore et toujours, mais sous une autre forme, marqué par une très forte dépendance, parce que dans le nouvel ordre mondial, notamment avec le système capitaliste, il y a une sorte de redéfinition du rôle des territoires, en fait, qui ne dit pas son nom. Par exemple, les grandes puissances décident tacitement le rôle, la fonction de chaque territoire. Et, par exemple, si on prend le cas d'Haïti et de la République dominicaine, la République dominicaine a une vocation touristique, a une fonction touristique, si vous voulez. Et, par exemple, Haïti a une fonction de main-d'œuvre à bon marché. C'est-à-dire, pour comprendre le rapport de la Caraïbe avec l'extérieur, il faut inscrire ce rapport dans le cadre global du capitalisme international et de la mondialisation. Parce que s'il y a un problème d'instabilité en République dominicaine, il y a une façon pour la presse internationale d'aborder le problème. Et pourtant, quand il y a ce qu'on appelle crise sociopolitique en Haïti, il y a une autre façon d'aborder le même problème. Parce qu'on ne donne pas la même fonction aux différents territoires de la Caraïbe. Donc alors, si je veux résumer, il faut voir 3 éléments, à mon sens, fondamentaux. Premièrement, le rapport de la Caraïbe avec l'extérieur est marqué fondamentalement par une nouvelle forme de domination, mais et surtout par la dépendance et par une sorte de redéfinition du rôle des différents États de la Caraïbe suivant les besoins du marché international, en particulier en fait, l'économie des grandes puissances. C'est la même question. Eh bien, en fait, je pense dire que la domination, de toute façon, c'est un autre lieu de, je dirais, de différenciation qui participe dans la diversité même de la Caraïbe. Là, pour Paroudier et professeur James, lorsqu'il a parlé de partage de responsabilités assignées aux différents territoires au niveau de la Caraïbe.
C'est-à-dire, même à ce niveau, en termes de domination, il y a une hétérogénéité au niveau de la Caraïbe. Donc, on ne vit pas, on n'est pas exposé à la domination de la même manière. Et c'est fondamental. Et à chaque fois qu'il faut regarder un élément contemporain, il faut retourner dans le temps pour voir que la fonction qui est assignée à Haïti, notamment notre Haïti, c'est toujours une réponse par rapport à l'acte du 18 novembre 1803. Donc, on a toujours une fonction difficile. C'est un pays à combattre, c'est un pays à surveiller. Donc, il y a une approche un peu, je dirais, une approche différente des rapports entre Haïti et les autres. Et puis, la domination, la Caraïbe, c'est un lieu même de cristallisation de la domination. On se rappelle que lorsque les Américains devaient répondre à l'Europe après, par exemple, en 1815, la question de la Sainte Alliance en Europe, au lendemain de Napoléon, puisque généralement il faut voir la politique américaine par rapport justement à l'Europe, c'est toujours une tentative de réponse. Donc les Américains avaient établi ce qu'il convient d'appeler proprement doctrine de Monroe. Eh bien, la Caraïbe, c'était un lieu d'expérimentation de cette doctrine. Donc, c'est un espace qui a été objet de différentes interventions militaires sous des prétextes, sous des couverts de n'importe quoi. Mais on sait effectivement, et la question économique est toujours la question fondamentale. Vous voyez bien? Et c'est pourquoi j'aime dire, derrière les apparences politiques, il faut rechercher les réalités économiques. Donc, la Caraïbe, c'est l'arrière-cour, c'est la chasse gardée des États-Unis. Donc, c'est un espace de domination. Donc, la domination au niveau de la Caraïbe, c'est domination à deux niveaux. Une domination de la Caraïbe par rapport aux autres puissances. Mais au niveau de la Caraïbe, on a aussi la domination entre les différents éléments, les différentes classes. Vous voyez bien, et domination des élites sur les classes populaires. Donc, la domination, c'est la réalité. Donc, c'est un espace de domination. Vous voyez bien, un espace de domination. Espace dominé, mais à l'intérieur, justement, des territoires. Donc, la domination reste la réalité historique, la réalité de tous les jours. Oui, alors j'aimerais ajouter, par rapport à l'approche de Russell Lowell, comment cette domination est également plurielle. C'est-à-dire, c'est une domination qui s'exprime tant sur le plan politique, sur le plan économique, également sur le plan culturel. Parce qu'on comprend, comment dire, l'émission en fait, récurrente des grandes puissances dans les affaires politiques des différents pays de la Caraïbe. Je ne sais pas si vous vous souvenez en fait, de la décision prise au niveau de l'OEA pour, comment dire, condamner l'élection organisée par Maduro en fait, dans son propre pays. C'est-à-dire, on décide pour la Caraïbe. Comment dire, les différentes interventions des puissances, de la puissance nord-américaine, également des puissances européennes dans les élections organisées en Haïti. En fait, si on prend le cas, par exemple, de 2010, qui est un cas assez caricatural, pour montrer comment, quand on parle de la domination de la Caraïbe, c'est pas tout simplement par, comment dire, par nationalisme et autres, mais c'est un constat. C'est un constat, à chaque fois qu'il y a en fait, soit un problème au sein de la Caraïbe, il y a une façon, il y a un mode de gestion imposé à presque l'ensemble des pays de la Caraïbe par en fait, soit le Congo ou par les puissances occidentales en particulier. Donc cette domination est également économique, on peut le voir également dans les rapports, dans les types d'échanges en fait, existants entre les pays de la Caraïbe et le reste du monde. Cette domination est également culturelle parce qu'on comprend, on nous impose même de façon tacite le mode de vie des puissances occidentales. Parce qu'on peut voir même qu'il y a une sorte d'occidentalisation de l'espace caribéen, d'une sorte de triadisation même de l'espace caribéen, si on veut être beaucoup plus clair. Une sorte d'américanisation dans le style, tout et tout. Donc, on impose à la Caraïbe un mode de vie et cette domination, j'ai envie de dire, c'est l'une des nouvelles réalités contemporaines de la Caraïbe. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme.
le néocolonialisme, c'est surtout la dimension économique. On pourrait parler à la fois d'une sorte d'impérialisme et du néocolonialisme. Il y a les deux, en fait, qui s'expriment sur les différents États de la Caraïbe. Donc c'est une domination qui s'exprime à la fois en termes d'impérialisme et du néocolonialisme. Parce qu'il y a une nouvelle forme de domination. En fait, il n'y a pas une colonie qu'on appelle la colonie de Saint-Domingue, mais si on tient compte des rapports existants entre Haïti en particulier et en fait, son ancienne métropole qu'est la France, on a l'impression que c'est un rapport de maître et d'esclave. Par exemple, si on prend, même sur le plan politique, on attend toujours la dernière décision, du corps groupe, des ambassades, pour enfin décider. Donc là encore, on se demande est-ce qu'on n'est pas dans une sorte une nouvelle manière du système de l'exclusif, une nouvelle manière de la ségrégation. Bon, moi je pense que est-ce qu'on doit dire néocolonialisme ou impérialisme? Bon, je pense que à mon avis c'est du même ou pareil. Et pour dire si c'est néocolonialisme, il faut d'abord voir en fait quelles sont les composantes du colonialisme. Les deux projets du colonialisme, c'est l'exploitation et la domination. Donc, dès que ces deux composantes-là existent, donc c'est encore la colonisation qu'on ne peut pas appeler colonisation. Donc, à des moments différents de l'histoire, on change d'appellation aux réalités. Donc, on les appelle mondialisation, on les appelle globalisation. Moi-même, je dis c'est l'autonome de la colonisation. C'est une forme présente, une forme actuelle, un nom présent, un nom actuel. Mais les réalités, même, il y a une constante dans les réalités. Donc, comme Boris James avait dit tout à l'heure, la Caraïbe est victime d'une domination plurielle, totale. Domination à tous les égards. Vous voyez bien? Mais la Caraïbe, c'est aussi un lieu de lutte contre la domination. Vous voyez bien? Donc, vous voyez, il y a la domination, mais il y a toujours cette volonté chez les Caribéens d'exprimer une certaine négation de leur négation. Par exemple, en Haïti, on a toujours des mouvements qui condamnent l'ingérence étrangère. On sait ce qui s'est passé à Cuba avec la révolution cassis. Et actuellement, Venezuela, à sa façon, vous voyez bien, combattre cette forme d'ingérence. Donc, non seulement il faut voir, et c'est ce qui fait la beauté de la Caraïbe, vous voyez bien, c'est un espace de chaud et de froid. Donc, oui, c'est un espace de domination, dominé, mais c'est aussi un espace de lutte contre la domination. Donc, la Caraïbe ne reste pas les bras croisés et regarder les autres qui viennent soumettre l'espace. Vous voyez bien, il y a toujours des mouvements pour dire non, pour dire qu'on a droit aussi à la vie. Et c'est ça, et la réalité, c'est ça la vie de la Caraïbe. Ce n'est pas une vie de soumission, mais c'est aussi une vie de lutte, de combat. Comme vous parlez de domination, professeur, quel est le rapport entre l'Europe et les pays de la Caraïbe? Donc, le rapport entre l'Europe et les pays de la Caraïbe. Donc, les rapports, bon, il faut voir ces rapports dans plusieurs domaines. Par exemple, il y a ACP, Accord Caraïbes-Pacifique. Donc, bon, en fait, moi-même, je dis que les rapports entre l'Europe et la Caraïbe, ce sont les mêmes rapports. Les mêmes rapports, des rapports de domination d'exploitation. Maintenant, domination cachée, voilée, domination camouflée et qui est placée sous le couvert de la solidarité, vous voyez bien, de l'entraide, de la coopération, l'intégration, patati patata. Mais c'est, j'appelle tout ça l'autre nom de la colonisation. Donc quel rapport? Rapport de domination, rapport d'une entité qui veut imposer sa domination à l'autre et l'autre qui veut
combattre cette domination. Et c'est ça la réalité. Et c'est pas facile pour l'espace caribéen de sortir de cette domination, puisque en réalité, la domination culturelle, vous voyez bien, et par rapport au système éducatif, par rapport au mode de pensée, aux valeurs imposées, et par rapport aux langues, notamment, donc il fait que la Caraïbe reste un espace satellite pour l'Europe, qui produit en fonction des besoins de l'Europe, qui reste un débouché commercial pour l'Europe, et à bien des égards, c'est ça. Donc, on ne peut pas dire entre l'Europe et la Caraïbe, il y a des rapports comme des rapports classiques d'État avec État. D'ailleurs, il y a encore des colonies qu'on ne veut pas appeler colonies. Ce sont des colonies. Les colonies anglaises, les colonies hollandaises, les colonies françaises, on les appelle d'hommes. Il fallait justement un mot modernisé, quoi, qui répond aux attentes du moment. Mais en termes de réalité, c'est du pareil au même. Moi-même, je dis, les rapports, je ne voulais même pas discourir sur les rapports, je dis, ce sont les mêmes rapports qui existent dans le temps, avec certaines différences par rapport à la temporalité. Oui, en fait, bon, je vais reprendre encore l'expression quelques expressions de M. Lowell, mais on peut faire appel à cette notion de Joseph Nye pour, si on veut essayer de comprendre les rapports existants entre la Caraïbe et les pays de l'Europe. Par exemple, quand Joseph Nye a parlé de hard power, de soft power et de smart power, c'est-à-dire, c'est la question du contexte spatio-temporel qu'il faut voir. Par exemple, quand on était à la période dite moderne, c'était la colonisation, en fait, dans ses formes complètes, quoi. Et c'était classique, c'était légitime. En fait, on vous soumet à la domination de la métropole. C'est en fait le hard power. Mais actuellement, il y a différentes manières en fait, d'exercer en fait, ce même contrôle sur l'espace. Avec les tentatives ou le prétexte de coopération. Mais à travers les aides, supposément, même si ce sont des aides généralement liées, mais une façon de dire que, en fait, on va essayer de signer des coopérations. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, comment le budget national, je prends le cas d'Haïti par exemple, comment il y a une partie assez importante dans le budget national venant de l'extérieur. Peut-être, en fait, on ne le dit pas, mais c'est une forme de domination, quoi. Parce que le budget, c'est vrai, c'est fictif, mais c'est réel. Quand c'est fictif, parce que quand on dit qu'il y a une enveloppe allouée à la gestion du pays pendant une année, c'est flou. Mais c'est concret en même temps parce que quand on met à la disposition d'un État une partie de son budget, on décide également pour la Caraïbe. Parce que c'est ce qu'on dit, qui donne, ordonne, qui finance, commande. Donc, très souvent, il y a certaines actions exercées sur notre territoire, c'est décidé de l'extérieur. On comprend que, globalement, la Caraïbe, c'est presque un lieu de réalisation. Mais le lieu ou les lieux de décision, ce n'est pas toujours la Caraïbe. Parfois, on pense des actions sur la Caraïbe, soit en Amérique du Nord, soit en Asie, soit en Europe. Et puis, après, on va expérimenter, on va justement changer de nom, changer de date, pour dire qu'on avait fait ça à Mali, en fait, au Mali, on avait fait ça également en Côte d'Ivoire. Ok, c'est ce qu'on va faire en Haïti, c'est ce qu'on va faire en République dominicaine, c'est comme ça. Donc, il y a une nouvelle manière d'exercer cette domination, cette exploitation, mais c'est avec des concepts assez nouveaux et assez appétissants, comme coopération, comme entraide et tout le reste, quoi. D'abord, qu'en est-il du rapport entre les États-Unis et la Caraïbe? Bon, alors, d'abord, c'est un rapport assez long, si vous permettez, dans le sens brodélien, en fait, qu'on devrait considérer sur le long temps, mais en même temps, on devrait se référer à cette approche en
dessinée, une sorte de philosophie dessinée par les États-Unis qu'on appelle les positions de principe. Alors, ce qu'on appelle les positions de principe dans le rapport entre les États-Unis et le reste du monde et la Caraïbe en particulier, c'est une sorte de philosophie dégagée par les États-Unis, en fait, qui définit le type de rapport existant entre les États-Unis et la Caraïbe. Par exemple, dans ces positions de principe, qu'on appelle positions de principe, il y a différentes doctrines. Il y a la doctrine du destin manifeste, avec les États-Unis qui se donnent le droit, soi-disant comme pays civilisé, qui a une mission pratiquement messianique pour apporter la civilisation à l'ensemble des pays du monde et de la Caraïbe en particulier. Il y a la doctrine de Monroe, bêtement appelée la doctrine de Monroe, qui définit encore cette nouvelle manière, ce nouveau rapport entre la Caraïbe et les États-Unis. On pourrait parler également de la doctrine de Theodore Roosevelt, en fait, la doctrine de Reagan, et puis les nouvelles stratégies des États-Unis vis-à-vis de la Caraïbe. Alors, ce qu'on appelle nouvelle stratégie, surtout parce qu'on est dans l'approche assez contemporaine, à un moment donné, on pourrait voir les États-Unis qui supportent des régimes dictatoriaux. Je prends un cas, au sein de la Caraïbe, notamment dans la période de la guerre froide. Les États-Unis ont une manière d'agir, ont une manière de se comporter vis-à-vis des pays de la Caraïbe. Et dans la période post-guerre froide, les États-Unis vont avoir une nouvelle manière d'aborder les problèmes de la Caraïbe. Sous le couvert de la démocratie, c'est le gendarme par excellence qui apporte la démocratie à l'ensemble des pays de la Caraïbe, qui combat, entre guillemets, la dictature, mais toujours, encore et toujours dans le sens des intérêts des États-Unis. Comme on a parlé tout à l'heure de la domination de la Caraïbe par les pays européens, mais c'est pratiquement le rapport existant entre les États-Unis et la Caraïbe, c'est un rapport de maître, de gendarme par rapport aux pays de la Caraïbe. Et si on considère pendant la première moitié du 19e siècle et deuxième moitié, début 20e siècle, les différentes interventions nord-américaines dans pratiquement tous les pays de la Caraïbe, que ce soit en Argentine, que ce soit en République dominicaine, à Cuba, Porto Rico, Haïti. Donc, ça, c'est le rapport c'est pourquoi, en fait, pour on l'avait dit tout à l'heure, c'est l'arrière-cour des États-Unis, la Caraïbe. Donc, parler de rapport entre la Caraïbe et les États-Unis, c'est un rapport de père et fils. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle Uncle Sam. Là, moi, je dirais, ce sont des rapports d'oppression et d'exploitation. Ce sont des rapports de maître esclave. Oppression dans le sens de violence. Donc, lorsque les Américains ont justement des intérêts à défendre, à matérialiser, donc tout est possible, tout se permet. Des massacres, et on utilise justement l'élite des pays contre ces pays. Ce sont des rapports d'humiliation. On traite la Caraïbe mal. On nous met dans un cycle de mal. Tout ce qu'on fait va tourner en mal. Par exemple, en 1915, les Américains ont prétexté que Haïti, c'est un pays instable, qu'il fallait apporter le soutien dans le sens de la stabilisation. Ils se sont débarqués en Haïti en 1915. Après 19 ans, ils ont laissé le territoire. Mais avant de laisser le territoire, ils ont eu la bonne ou mauvaise adresse de créer des institutions, notamment comme l'armée d'Haïti, pour passer facilement d'une occupation classique à une occupation tacite, dans le sens que, à travers cette armée, il continue l'exploitation, le travail de colonisation. On nous a laissé une armée avec des Haïtiens, une armée en Haïti, mais qui n'était pas forcément une armée haïtienne. C'est le cas aujourd'hui pour la police nationale. Une police en Haïti avec des Haïtiens, mais qui n'est pas forcément une police nationale. Donc vous voyez, cette armée n'était
pas efficace en 1937, lorsque les Dominicains Trujillo avaient massacré les 20 000 Haïtiens de la zone frontalière, mais c'était une armée toujours efficace pour réprimer les mouvements populaires qui revendiquent justement des améliorations dans les conditions matérielles d'existence. On a justement le même cas aujourd'hui avec la police nationale, qui n'est pas efficace pour combattre le phénomène de kidnapping et autres, mais c'est une police trop efficace pour combattre les mouvements de protestation, même avec 3 personnes, avec un banderole qui dit non au kidnapping. Donc la police déploie toute l'énergie qu'il faut. Des fois, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un gaspillage d'énergie de la police pour réprimer des manifestations de 3 à 4 personnes? C'est justement lorsqu'on me dit, mais la police n'est-elle pas efficace? Je dis non, c'est pas que la police n'est pas efficace. Donc la police n'a pas été conçue pour pour la sécurité. Donc il est efficace par rapport à sa fonction. Donc il fait sa fonction, il est efficace dans sa fonction. Donc, mais ce ne sont pas des réalités qui sont dépendamment, vous voyez bien, à la domination, à l'impérialisme, au néocolonialisme, comme vous voulez. Donc, c'est des éléments fondamentaux qu'il faut comprendre. Donc, ces puissances-là, ils sont là pour exploiter de manière à outrance les ressources, qu'ils soient humaines ou matérielles. Lorsqu'il y a des blocages, il y a des vis-à-vis, il y a une certaine élite comme Firmé, par exemple, sous Florville Hippolyte. Donc, il y a toujours des interventions musclées pour justement rappeler à l'ordre, pour montrer que nous ne sommes pas un espace souverain, mais nous sommes plutôt un espace satellite de dépendance. Comment on comprend la présence de la Chine dans le Caraïbe? Bon, tout d'abord, on me dit, en fait, je parle sous couvert ou bien sous contrôle historien. En fait, question de temps, l'IVIN, ou bien depuis longtemps, maintenant, je dis à l'IVIN, un véritable enjeu géopolitique. La question du temps. Ou après, en fait, pénétration, ou bien nouvelle pénétration chinoise, pas seulement dans le Caraïbe, là, tu dit en Afrique également, mais comme on est dans le cas de la Caraïbe, ou après, il fait surtout, ou bien il vient plus ponctué pendant l'administration Donald Trump. Il y a 2 bagages qui arrivent. Il y a un bagage qui fait en puissance, c'est l'engagement. Mais si vous bien regardez, il y a un élément qui caractérise toute l'administration de Trump, son véritable désengagement. Parce que leur puissance, vous gagnez 2 bagages vous devez faire fondamentalement. C'est d'abord, vous gagnez des droits, en fait, reconnus par vos pairs, par exemple avec l'autre État, et même pas l'autre puissance par ailleurs, mais et surtout, vous gagnez des devoirs. Devoirs envers ça que vous-même vous dites, vous gagnez capacité pour influencer. Or, Trump, c'est peut-être avec volonté pour le faire États-Unis puissant économiquement, mais puissance la tente ou bien t'a tenté les États-Unis, ou après l'ité plus en puissance de courte durée. Parce qu'après il y a une façon de répondre à problèmes migratoires, de répondre à problèmes économiques. Mais entre-temps, la Chine qui sont véritables puissances émergentes, nous connaissons la Chine représentée sur le plan économique, ou après les jouit de moments ça les jouer sous ça, sous des engagements caractérisés sa administration de Trump gagné, que ce soit dans des institutions de biens publics internationaux, ça les biens publics internationaux, m'a rappelé que les États-Unis ont gagné un pas assez important dans la contribution l'État bail avec OMS, dans l'USAID, des engagements États-Unis gagnés dans l'accord de Paris. Tout ça vient faire les États-Unis viennent perdre une légitimité qui peut favoriser et même, on dit, consolider la position de la Chine dans le monde là, que presque l'autre puissance commence à comprendre. Et bien, si on a un nouveau partenaire qui est assez intéressant pour tout le monde entrer en logique avec eux, c'est la Chine. La Chine, pas oublier également, il gagne plusieurs éléments qui jouent en faveur de lui, en termes de puissance démographique, en termes de puissance économique, et puis contribution de Bayo, en fait, bien sûr, c'est toujours avec des intérêts, mais en fait, on a l'impression qu'ils viennent paraître plus significatifs et ils ont fait sur le long temps. Par contre, sur au courant de contribution ou bien type de contribution la Chine avec un pays tant que la République dominicaine, non, énergie nucléaire par exemple.
C'est pas même gens avec Haïti qui toujours kembe un petit rapport pratiquement resté avec Taïwan, Cap-Bal du riz et Cap-Bal pour équipe camion pas bon, motocyclette justement qui a fait une semaine, 2 semaines et puis écrasé. C'est-à-dire type d'aide ça yo vinn mettre dans condition pour redéfinir le rapport. Donc la Chine lui fait un travail qui est assez intéressant. Li jouer sous faiblesse et désengagement administration américaine non, en particulier pour lui capable de consolider une place pour moi-même qui est assez confortable au sein Caraïbes là. Et me penser dans vision nous de la Caraïbe, je ne vais pas dire son puissance à craindre, mais son puissance que nous devons suivre de près par rapport avec type de pénétration actuellement la consolider dans presque un ensemble de pays dans le Caraïbes là. Bon, bien que le fait le tout, dans un ensemble de pays en Afrique. Bon, c'est pour ce que c'était assez clair et correct dans la définition. Hein. Sauf que, en fait, dans la réponse, sauf que nous avons ajouté gagnons en nouvelle réalité géopolitique dans le monde là, qui est dessiné après l'effondrement du mur de Berlin, la dislocation de l'Union soviétique, qui mettait en fait en débat est-ce que nous avons un monde. Bon, on débat est-ce que nous avons un monde unipolaire ou bien est-ce que nous avons un monde multipolaire. Moi-même, plus inscrit dans la logique multipolarité, qui fait que, je dis, en question posée, ça la Chine a fait dans le Caraïbe, si nous avons fait interpréter au XVIe siècle, XVIe siècle, on a posé la même question, ça la Hollande, ça la France. Donc, c'est un jeu de puissance, ouais, qui fait que, et je dis, je dis mondialisation, donc, monde fait commerce qu'on est capable, à mon capable. Donc, un pays, c'est un jour, barrière. C'est vrai que barrière aussi, l'autre barrière que vous voyez, il brise les barrières dans un certain sens. Mais c'est l'autre barrière établie tout. Et donc, mondialisation, il favorise que qui soit gain pour bail, qui soit cabaye. Donc, Jean-Paul Souedien dit, si les États-Unis, lui-même tout avec Trump, puisque Donald Trump, pour moi-même, c'est l'échec d'une puissance. Donc, nous avons compris très rapidement dans mesure rapide que la nouvelle administration apprend, de montrer qu'avec Donald Trump, moi-même j'ai envie de penser que Donald Trump c'était une nécessité historique à un certain moment. C'est comme si pour moi-même, les États-Unis ont voulu Donald Trump, mais m'a regardé dans l'air que c'est plutôt un espace, un moment de stérilité. Ouais, donc il y a bon refaute même de l'administration de Donald Trump, des grandes décisions. Donc moi c'est dans le cas d'un géopolitique. La Chine gagne pour le bail, il gagne pour recevoir tout. Donc, il dit que le gagne, eh bien, moi c'est correct que il établit des relations avec la Chine et que pas gain un pays pas dit la Chine pas venir faire commerce ça. Sauf que nous connaissons présence de la Chine est limitée. Il est limitée dans la mesure où, si sur le plan économique, la Chine vient s'allier, mais nous connaissons que la Chine, côté, elle n'a pas de pied à terre. Et il n'y a pas de pied à terre, c'est notamment dans des pays, côté domination américaine, li mieux installé. Il n'est pas jeune en élite qui est capable de faire face à face avec elle, capable de faire une élite éclairée. Ouais, dans le sens Jean-Price Mars, mais les vignes jouent une série de monde qui ont tellement de problèmes, ils ont même problème interne, ils ont besoin de support américain. Donc, toute relation que vous avez établie avec les États-Unis, ce n'est pas sous base développement pays, mais c'est sous base eux-mêmes personnellement. Donc, qui fait que vous avez des pays, notamment pays nous, même lorsque la Chine a dit la Bali, tout ça n'a besoin, donc certainement on a des difficultés avec nouvelle équipe actuelle l'équipe au pouvoir, on a des difficultés pour entrer dans la logique parce que c'est pas une relation en fonction des besoins de la population haïtienne, mais c'est plutôt des relations politiciennes, des relations dépolitiques, vous voyez bien, qui visait à Kembe, un petit groupe monde, son pouvoir, qui permet que les violer les droits monde, réprimer manifestation,
il a violé les droits de l'homme, organisé des massacres, et que l'international lui-même a fait mes yeux pour faire comme s'il parlait. Nous rappelons nous un pays de l'Amérique latine, c'était Chili, c'était l'ONU qui dévoyait en commission d'évaluation des droits de l'homme. Alors qu'en Haïti, côté il y a des cas avérés de violation des droits de l'homme, mais on a comme l'impression qu'il y a un silence complice. Donc, c'est tout un ensemble de questions pour nous. Bah, on est même c'est comme ça que moi. Oui, en fait, c'est ce que je suis capable d'ajouter par rapport à l'approche pour ce là. Même en dépit de toute pathologie, phénomène de mondialisation, mais comment il fait qui est assez intéressant. Il y a un principe géopolitique, par exemple, Pascal Boniface établi, il a montré au plus proche, au plus sûr. Bon, c'est pas mauvais ou bien c'est pas totalement faux, mais actuellement, les vins dépassés par rapport avec le phénomène de mondialisation, au plus proche, au plus sûr, qui ça voulait montrer, ce qui n'est pas complètement faux. C'est, tant que moi capable de commercer avec voisins qui prennent non, moi prends moins ce risque. Parce que parfois pour me déplacer et aller loin, moi j'ai un coût de transport qui va l'élever. Il faut un coût de sécurisation parce qu'il faut me sécuriser convoi que je vais l'acheter ou bien je vais le vendre. Mais si voisin tout près, non, je commercer avec lui. Mais on connaît, avec le phénomène de mondialisation, les villes ont des gens redéfinis. Comment les redéfinir? Actuellement, pas de voisins, pas obligé c'est avec voisins qui plus proche moi me commercer, c'est côté interne plus systématique non. Et ça fait c'est pour me retourner dans la question de la Chine non. Actuellement, il y a une dématérialisation du temps et de l'espace avec la mondialisation. Ça veut dire la Chine pas loin, Caraïbes là encore, bien comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une réduction assez systématique du temps et de l'espace. Donc, il y a peut-être, je ne vais pas dire bon côté, mais je vais dire il y a un bagage qui n'est pas mauvais dans la mondialisation, c'est parce que les villes interconnectent les pays, tout au moins sur le plan économique. Donc la Chine, les villes assez légitimes avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour le vin gon pied à terre dans tout dans reste monde là, dans Caraïbes en particulier par rapport avec puissance américaine non, de jour en jour. Peut-être penser Sonic en fait pour cela il a raison. Tout à l'heure elle parle de re-questionnement en fait administration ça qui est là parce que on a l'impression États-Unis en termes de perception, il pas saleté, il y a dans tête une bonne puissance et un bon pays dans le monde là, notamment avec le dernier événement qui passait 6 janvier et dans le Capitole là. C'est-à-dire en fait, c'est juste pour montrer que de jour en jour avec question multipolarité eh bien justement la Chine vient un acteur assez important dans la redéfinition en fait, rapport de puissance qui gagne dans le monde. Et un pays, ou bien un État, ou bien un chef d'État quelconque, qui était quelque part, qui pensait que lycée mettre après bon Dieu, qui pas rendre compte de tout l'eau conseiller de ensemble d'enjeux ça qui était attaché avec en fait son petit Taïwan, je pensais que c'est assez en fait décourageant de tout ça. Alors, vous devez comment dire insister sur un aspect dans réponse et professeur James, il n'y a pas de connexion que mondialisation. C'est dans le sens, c'est pas mondialisation qui connecte vrai, comme si c'est une mondialisation de la vie, du niveau de vie. C'est plutôt une mondialisation des malheurs, plus que toute bagaille. C'est mondialisation, ça pour moi-même, c'est une mondialisation qui ne mondialise pas, qui exclut. Dans le sens que il y aurait la mondialisation, je dirais c'est l'autre nom de la colonisation, la mondialisation, j'avais dit ça tout à l'heure, c'est l'autre nom de la colonisation, c'est le nom moderne de la colonisation, mais c'est prendre valeur l'autre, et puis au bas nous, il n'y a pas de mondialisation côté, ou bas n'importe là, l'autre tabam, et puis nous faisons multiporte, oui. Et puis en diversité, donc au monde divers, arc-en-ciel, non, c'est une occidentalisation, on sort dans une certaine mesure, mais posez-nous l'autre. Et puis qui permet que, nous pouvons penser, nous canaliser. Nous canaliser, nous savons pour nous aimer, nous aimer match Real Madrid avec Barcelone, nous joueurs pour nous aimer, nous musique tout pour nous aimer, nous ensemble de bagailles, et puis nous venons faire nous pas aimer tête, nous ne pas connaître. C'est dans le sens où tu as parlé de questions hard power, soft power, tout ça. Donc, tu as plus tard aller au Dubaï ça, et puis au grand jour, il faut même pour
sont pas connus inconsciemment ou à potel. Donc, c'est un débat qui est extrêmement complexe qui a passé aujourd'hui dans le monde là, qui fait que aujourd'hui c'est plus difficile pour petits pays si vous pas de temps poser des actes pour essayer de tourner de domination pour être capable et faire si nous pas des élites éclairées, des élites sérieuses. Définitivement, nous ne pouvons pas parler de Caraïbes, nous ne pouvons pas parler de Caraïbes et dans Caraïbes là, pour ne pas parler de CARICOM. Professeur James, aviez-vous l'idée sur CARICOM comme institution d'intégration économique? Bon, comme professeur Lowell, c'est spécialiste en géopolitique, je vais parler sous contrôle. Il faut nous recontextualiser la création et CARICOM. Le monde a un élan, soi-disant, de consolidation après la Seconde Guerre mondiale, côté il y a des multiples tentatives qu'a fait à travers le monde. Parce que vivre isolément, bon, c'est presque même genre avec la période médiévale. Parce que un moment dans la période médiévale, là, ça a des liens qui étaient vraiment fondamentaux pour être capable de survivre. Et ça a en fait lieu de dépendance entre seigneur vassal et autres. Mais après la Seconde Guerre mondiale, ils ont vu rendre compte ou pas qu'à vivre isolément. C'est ça en fait logique mondiale dans le pays. Et ça quoi après, il y a une tentative pour mettre en place l'ONU qui doit faire d'après la Seconde Guerre mondiale, puis il y a une tentative pour mettre en place l'Union européenne, il y a une tentative qui va le faire, pas tentative seulement, mais qui va le matérialiser tout, pour mettre en place en Afrique, ça les OUA, en fait, Association de l'Unité africaine, en Asie également pour le gain ASEAN, Association des États de l'Asie du Sud-Est, juste bon, une véritable tentative côté que bon regroupement pour capable plus ou moins sentir en sécurité. Et logique ça il était exprimé également à travers deux superpuissances qui pourraient sortir dans la Seconde Guerre mondiale. Là, un côté avec les États-Unis à l'ouest, qui pourraient former l'OTAN, et puis de l'autre côté, on pourrait gagner l'URSS qui avec Pacte de Varsovie. Et bien c'est dans la même logique là tout, dans les Caraïbes là, où après pendant l'année 73-14, et bien pour gagner en fait tentative d'intégration ça qui était commencé d'abord avec les États anglophones et puis au fur et à mesure qui pourra gagner de nouveaux États pour l'intégrer juste pour essayer de mettre en place une association de coopération pour agir sur question échange, question protection éléments culturels et autres. Donc ça veut dire que mais formation CARICOM non, il fait surtout au moment en fait au début non il ça mais au fur et à mesure au fil du temps qui pourra le prendre on l'autre élan qui pourra les contrôler quelque part encore par les grandes puissances ou j'ai l'impression même si il y a un sommet de CARICOM qu'a fait ou j'ai l'impression les décisions qui vont être prises à travers ce sommet ils sont toujours guidés, téléguidés par en fait, le bras long d'une grande puissance, que ce soit une puissance européenne ou une puissance, ou encore la puissance principale nord-américaine. Donc, du coup, vous pensez CARICOM, non, si au départ, il était une certaine vocation, mais je dis, sur le plan géopolitique, il est intéressant pour nous de questionner encore sur, non seulement l'avenir, mais en même temps sur portée significative pour tout État en dans Caraïbes. Parce que depuis 73-14, il est formé, mais en termes de résultats en fait, concrets, je pense que les résultats sont assez mitigés. Bon, je pense de CARICOM. J'ai même pensé à ce CARICOM. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous parlons d'entrer dans une dynamique de redéfinition du mode d'interaction entre les États. Comme si bon, nous ne va pas battre encore, on ne va pas regarder les armes sur nous, on va faire guerre parce que la guerre est très coûteuse, en pile dépenses, on a mouru, tout ça. Et puis, on a montré notre dynamique de guerre commerciale, tout ça, et pas. Mais, pas un changement dans la conception puissance de rapport avec tiers monde. La conception était même genre, tiers monde dans son côté pour apprendre. Et son côté pour jeter fatra, et son côté pour pas connaître et pour chercher ça au besoin. Maintenant, lorsqu'on vient gagner un ensemble de nos dynamiques d'intégration, l'intégration, il y a deux bagailles que il y a deux jeunes capables de garder. L'intégration. Dans certaines logiques, l'intégration, il montre nous que au monde qui paraît
multipolaire. Ça veut dire que chaque région, il y a une entité qui définit, et entité ça considérée en puissance dans l'espace par là. Il y a l'Union européenne en Europe, ASEAN en Asie, en Afrique, Organisation Unité africaine, ou bien dans les Caraïbes comme ou bien dans le Mercosur, tout ça. Mais nous avons sur Caraïbes comme dans les mêmes. Mais la plupart dans l'entité ça, il y aurait été des éléments satellites pour nous dire que il n'y a pas une vocation de remise en question effectivement de ce qui a passé dans le monde en termes de mode de rapport. Il y aurait été des OEA, qui apparaît là, il décide de dire un bagage sur Haïti, mais il n'y a pas qu'à dire même bagage ça pour tout pays qui gagne dans les Caraïbes là. C'est l'organisation des États américains, mais plutôt l'organisation des États de petits États en Amérique. Donc, nous allons comprendre ça. Donc, CARICOM dans le niveau, c'est presque la même chose, en ce sens que CARICOM dans si nous sommes capables de dire sur le plan historique, nous sommes capables de garder une sorte de prolongement d'un panaméricanisme, en fait, d'une entité qui a essayé de développer des rapports de bon voisinage entre les États. Mais CARICOM n'a été un bagage hétérogène, une organisation exclusive, et pays n'ont pas même droit là-dedans. Nous gardons toute bataille qui était faite pour Haïti intégrer. Et l'intégration d'Haïti à la CARICOM, est-ce que c'est une intégration qui est intégrée effectivement et par rapport, qui position CARICOM gagne lorsque Haïti est en crise? Est-ce que CARICOM a une position qui est différente de position des puissances impérialistes? Bien, donc c'est toujours un instrument dans la logique de la domination, dans la logique de la continuation de la domination, mais qui porte l'autre nom qui est toujours lié bien, au changement de la temporalité. Je pense que CARICOM, c'est plutôt un instrument en plus, mais ce n'est pas un autre instrument. D'accord. Merci, M. James, pour répondre à l'invitation. Ça fait plaisir. Nous te contactons sur le plateau d'interrogation. C'est moi beaucoup remercier l'équipe interrogation. Et puis peut-être en quelques mots, je vais dire qu'il est fondamental pour tout le monde comprendre que fabrication espace Caraïbes, c'est une fabrication qui est faite sous un fond de violence extrême. Et puis, l'espace Caraïbes était un espace assez complexe, assez difficile à cerner dans le rapport de temporalité et dans la dynamicité, et même sur le plan spatial, tout et tout. Merci. Merci pour ce rôle. Merci à vous de l'invitation. Ça a été vraiment un plaisir de partager mes réflexions avec vous autour de cette problématique. Je conclue pour dire que l'espace caribéen, c'est un espace qui doit justement rechercher son originalité et qui doit rechercher en fait sa spécificité et qui doit se définir autrement dans le débat, justement, dans le procès justement qui se fait. Et c'est un espace complexe. Et le nom, vous voyez bien, la Caraïbe ou les Caraïbes en témoigne. Donc, je pense que c'est une belle problématique. J'espère que dans la prochaine occasion, nous sommes capables d'aller plus loin parce qu'on a plus d'autres questions, je pense, qui sont intéressantes pour nous poser. Donc, merci. Mais malheureusement, c'est là nous camper, nous après l'autre question, nous l'autre question. Nous avons dit tout l'internet, merci, abonnez avec la chaîne YouTube. Merci beaucoup, merci beaucoup.